Salam alaikum, salut à tous. J'étais en Colombie, je ferai une vidéo spéciale sur la Colombie plus tard, sur les enseignements aussi politiques, parce que là-bas, tout simplement, il n'y avait pas d'internet avec un fort débit qui me permettait de faire des vidéos sur YouTube. Alors, la question turque, avec ce qui vient de se passer, qui est quasi historique, moi-même des ministres anglais qui sont surpris qu'en une seule journée, la Turkish Lira a gagné 25% après avoir eu une chute par rapport au marché. Alors, je vais expliquer et je vais surtout dire que le combat que mène le président Erdogan actuellement, c'est un combat qui doit être regardé, observé, analysé et surtout tirer les enseignements dans le monde entier. Vous entendez bien? Dans le monde entier. C'est pas un cas turc. C'est un combat que Hollande n'a pas voulu mener, puisque rappelez-vous, mon ennemi, c'est la finance. Et à la fin, c'est son ami. Macron, il vient de ce milieu-là. Il a préféré taxer les propriétaires en supprimant l'ISF, l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire que c'était la partie mobilière et immobilière, c'est-à-dire l'argent, le pognon, et avant, c'était les biens immobiliers, c'était le tout. Et pour mettre l'impôt maintenant que sur la partie immobilier. Donc, son ami, c'est la finance, ce qu'il appelle, lui, les premiers de cordée. Et donc, Erdogan mène un combat depuis très longtemps sur le fait de baisser ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire que nous, au niveau de l'Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui donne les taux d'intérêt et ensuite qui vend justement cet argent aux banques. Les banques qui empruntent auprès de la Banque centrale et ensuite qui prêtent aux États. Et donc en Turquie, la Banque centrale, changé souvent de gouverneur, Erdogan, veut mener une politique de baisse des taux. Sauf que le marché lui dit non, 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 tu ne dois pas faire ça. Tu dois augmenter tes taux. Sinon, on te sanctionne. Reste mignon, sinon on te sanctionne. Alors, comment il sanctionne? Erdogan a fait fi de tout ça et a baissé de 500 points, qui en gros, les taux d'intérêt étaient à 19%, pour les ramener à 14%. Je vais vous expliquer le pourquoi ensuite. Et donc, le marché, qu'est-ce qu'il fait, le marché? Eh ben, il veut sanctionner, il veut jouer le bras de fer. Et comment il le fait, le marché? C'est avec ses fonds de spéculation, etc., qui vendent massivement la monnaie, la Turkish Lira, et donc, vous voyez, vous avez une certaine masse d'argent qui circule de la monnaie, et lorsqu'il y a des gens qui vendent plus la monnaie que ce qu'ils en achètent, eh ben, automatiquement, ça dévalue la monnaie. Et c'est ce qui s'est passé. On est monté de 10, 12, 13, 14, monté jusqu'à 20 télés pour 1 euro. Alors, l'ironie du sort, et je suis très content, les CHP, c'est un appel la gauche laïcarde, raciste, islamophobe, que nous avons en Turquie. C'est la gauche, si vous voulez, c'est une gauche radicale. Et c'est même d'ailleurs souvent une gauche caviar. J'ai eu des anecdotes, parce que des potes m'ont un peu raconté. Ils me disaient qu'ils étaient dans un café avec beaucoup de CHP qui attendaient le discours d'Erdogan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après vous? Ces mêmes gens qui se disent nationalistes, c'est-à-dire aimer la Turquie. Non, non, ils aiment l'oseille. La Turquie, elle passe en second plan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils ont dit, quand Erdogan parle, il plaît pas au marché et la Turkish Lira chute. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allez avant. Et même Cumhuriyet, un média de cette gauche, a tagué hashtag 20 télé en observant, en disant, en fait, ils se félicitent de la chute de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils souhaitent le malheur de leur pays, rien que pour que ça se retombe sur Erdogan, et notamment politique, et donc préparer l'avenir pour les échéances. Et donc ça veut dire que ils veulent le malheur de la Turquie pour leur bonheur politique, et donc souhaiter le pire. Et donc ces gens-là sont associés, parce que l'ennemi, il est à l'extérieur, mais l'ennemi, il est aussi à l'intérieur de la Turquie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous dit, ils ont tous, si vous préférez, acheté du dollar. Donc, il faut savoir qu'en Turquie, beaucoup n'utilisent pas la Turkish Lira et ils jouent en prenant du dollar et de l'euro. Et là, ils ont voulu spéculer
Et ils ont acheté, beaucoup ont changé de l'argent, ils étaient contents, ils ont dit, après Erdogan, elle va monter à 25. Et donc, on va gagner de l'argent. Donc, ils ont acheté. Sauf que Erdogan, après les annonces d'Erdogan, c'est l'effet inverse qui s'est passé. On est passé de 20, on est descendu pratiquement à 14. Après, le cours est allé à 12 et aujourd'hui, il est en train de osciller à peu près dans les entours de 14 et je ne sais pas quelle heure, au moment où elle va sortir, à combien va être le taux. Mais déjà, il y avait 25% de forte augmentée de télé. Alors, c'est historique parce que c'est énorme. Alors, certes, la monnaie a baissé massivement, mais elle a été de façon progressive, mais ça chute comme ça, le fait de, ça montait plutôt, fait que c'est quasi historique. Alors, pourquoi je dis qu'il faut soutenir Erdogan et sa politique monétaire, ce qu'il est en train de faire? Lui, sa stratégie, c'est se dire, je ne veux pas, je tiens ma légitimité du peuple, c'est ce qu'on appelle la démocratie, et je veux servir les intérêts de mon peuple, notamment en luttant contre le chômage, notamment en favorisant les exportations, notamment en faisant une industrialisation du pays, etc. Et cela passe par l'économie. Et l'économie, je veux être le chef d'orchestre et non pas être la marionnette, comme la plupart des pays au monde, la marionnette du marché. Oui, cet ennemi qu'avait ciblé Hollande, qui n'a pas fait, la finance, c'est l'économie dite virtuelle, ce n'est pas l'économie du réel. Qu'est-ce que c'est? La différence, c'est des gens qui jouent avec l'argent et font de l'argent avec de l'argent sans créer de richesse. Et qu'est-ce que l'économie réelle? C'est ce que vous faites tous les jours. C'est celui qui nettoie, c'est celui qui soigne, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui fait à manger, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire ce que vous faites tous les jours. Et la finance, c'est un monstre. Et aujourd'hui, tout a augmenté puisqu'on se retrouve avec des GAFA, avec des chefs d'entreprise. On va, de Tesla, qui, en fortune, il a plus que le PIB de l'Algérie, par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez. On a affaire, là, aujourd'hui, à des milliardaires qui sont, comment vous dire, plus riches que des États. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et ils veulent dicter leur politique économique aux États. Donc, en fait, la démocratie ne sert plus à rien dans ces cas, dans le monde entier, puisque c'est le marché qui décide. Et on a, en Europe, une politique européenne qui est faite pour ces entreprises. Et on voit des Draghi et d'autres qui ont été chez Goldman Sachs ou d'autres qui ont été chez tout ça, etc., qui sont liés à la finance, en amont de leur action politique ou alors après leur carrière politique, intègrent, comme Barroso, intègrent ces institutions financières. Et donc, tout est fait pour la finance. C'est eux qui nous dictent, qui nous disent, regardez le problème qu'on a avec EDF, là, l'électricité. Le prix n'est pas celui du coût de revient de l'électricité, puis bien sûr la marge de bénéfice, mais c'était sur un autre calcul de marché qui est basé sur le plan européen. Mais on marche sur la tête, alors que ce sont les Français qui ont investi, et nos anciens qui ont investi aussi, et nous avons investi en payant à travers nos impôts, puisqu'avant c'était le capital détenu par l'État, et nous avons financé ces centrales nucléaires, et aujourd'hui c'est le privé qui en profite au détriment des Français. Et donc, Erdogan, sa politique, elle est très claire. Il bat des records tous les mois, il bat des records d'exportation. Et pour stimuler l'exportation, il faut permettre aux entreprises aussi d'emprunter et pas cher. Aujourd'hui, quand les taux d'intérêt étaient à 20%, c'était pratiquement un des taux les plus forts au monde. Et donc, on handicape un pays sur le plan économique lorsque les cours d'intérêt d'emprunt sont fort élevés pour pouvoir essayer d'accroître et de faire de la croissance. Et donc, en baissant les taux d'intérêt, ça permet aux entreprises de pouvoir emprunter pour pouvoir se développer et ainsi créer de l'emploi, créer de la richesse, payer des impôts, tout ça, et enrichir le pays. Cette politique, alors qu'en plein Covid, a payé jusqu'à maintenant, puisqu'on se retrouve avec 2,2% de chômage en moins. On est passé de 13 à 11,2% de chômage en moins. Alors, historiquement, le cours a toujours subi, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de quelque chose de rationnel sur le plan économique, puisque en plus, on a les agences de notation qui révisent régulièrement, parce qu'ils sous-estiment toujours la croissance turque, et donc là, annonce qu'on serait presque aux approches de 10% de croissance, à savoir que la différence de la France, qui est annoncée à 6 ou à 7% de croissance, s'est lissée sur une année.
La France, c'est 6% de croissance estimée, mais avec l'année d'avant, une décroissance, c'est-à-dire qu'une perte de l'ordre de plus 8%. Au final, la France, par rapport à l'année dernière, fait au total, si on reprend à partir de 2019, moins 2% quand la Turquie était positive l'année dernière. Un des rares pays au monde à avoir en pleine crise du Covid fait de la croissance, alors que même en Union européenne, on est dans une moyenne entre 6 et 8% de perte du PIB, hein, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse créée dans le pays. Donc, alors que la Turquie, elle va approcher les 10% de croissance sur une année glissante et donc n'a jamais connu depuis l'arrivée d'Erdogan une fois où il y a eu de la déflation, c'est-à-dire une baisse du produit intérieur brut. Voilà, quand j'ai balayé un peu tout ça, on va rentrer maintenant dans l'histoire du combat et pourquoi il doit être soutenu, Erdogan là-dessus. C'est pour dire que ce sont les peuples qui doivent décider de leurs dirigeants et ce sont les dirigeants qui doivent mener leur politique économique, c'est là-dessus qui doit être jugé. Et il n'appartient pas au marché, aux spéculateurs de dicter la politique économique d'un État comme il est fait aujourd'hui en Europe, comme il est fait dans la plupart des pays au monde, et de se soumettre à leur chantage en disant sinon on va te taper. Donc chaque fois, c'est vrai qu'historiquement, il y a eu d'autres faits, et je vous dis qu'ils n'ont pas de rapport économique. 2013, des manifestations à Gazi, à Istanbul, et puis là, on se retrouve avec une monnaie qui chute. On a eu 2018, 2019, aussi avec le pasteur qui était un prisonnier américain, et on se retrouvait donc avec chaque fois une chute de la monnaie. Et donc, on voit bien que c'est un instrument pour pouvoir faire pression, et chaque fois, le cours, il dévisse comme par hasard avant les élections, parce que c'était un outil qui est utilisé pour permettre justement de faire chuter quelqu'un ou au contraire lui en faire sa promotion. Et donc par conséquent, Erdogan depuis le départ met pression chaque fois sur le gouverneur de la Banque centrale, il en a changé un bon paquet de fois, parce qu'il veut cette baisse des taux. C'est aussi bon pour les consommateurs, puisque certes moi je suis pas un défendeur du crédit, mais je suis un pragmatique et je vois l'effet. C'est que les Turcs consomment beaucoup et ils empruntent beaucoup pour consommer. Et donc c'est vrai que la croissance de la Turquie est aussi forte parce qu'elle est due aussi à sa croissance par sa consommation à l'intérieur du pays. Or, si vous mettez des taux forts et élevés, vous handicapez ce pouvoir d'achat et donc de facto cette croissance pour le pays. Or, avec des taux bas, les gens peuvent emprunter plus et consommer plus. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire l'apologie de l'usure et des intérêts. Tel n'est pas le débat. Aujourd'hui, c'est l'explication de texte, du contexte de ce qui se passe en Turquie et du pourquoi aujourd'hui, tout le monde doit suivre de près et encourager Erdogan dans ce bras de fer. Dans les réponses qu'il a faites, vous savez qu'à l'époque, moi j'avais appelé à changer la télé déjà, il y a en 2017 ou 2016, pour encourager, oui, parce qu'il y avait après le 2016, après le tentative de coup d'État, aussi la monnaie qui avait chuté, et donc il fallait soutenir la monnaie. Sauf que j'ai perdu peut-être entre 150 et 200 000 euros, j'ai pas fait les comptes exacts, puisque j'avais changé beaucoup d'argent de l'euro en télé pour soutenir la monnaie turque, pendant qu'en Turquie, les mêmes qui vous disent nationalistes, eux, au contraire, achetaient de l'euro en vendant de la télé, et donc des Turcs qui participent au pays, parce que c'est d'abord l'intérêt financier, de spéculer et de jouer et de pas prendre leur propre monnaie, etc., et prendre du dollar ou de l'euro parce que jouer leur confort. Alors, c'est vrai qu'il faut de la confiance dans les pays pour que les gens utilisent plus leur monnaie que viennent faire prendre de la monnaie étrangère, c'est-à-dire le dollar ou l'euro, ou même il y en a qui utilisent pour acheter de l'or, tout ça, etc. Et en Turquie, le gros problème, c'est que beaucoup n'ont pas confiance et donc passent leur temps à faire de la devise, c'est-à-dire ne pas utiliser leur propre monnaie. Et tous les matins, hein, la plupart des Turcs, ils se lèvent le matin, le soir en se couchant, ils regardent le cours et ils sont inhibés par ça. Et je rappelle quand même que quand certains nous disent, ouais, tu te rends compte en France, chaque fois, parce qu'ils adorent cracher sur la Turquie, oui, le cours, il dévisse. Mais souvenez-vous,
Et moi, j'avais été aux États-Unis à cette époque-là, en 2009. À l'époque, en 2009-2008, on était pour 1 euro à 1,50 $. Est-ce que les Américains étaient moins pauvres avec $1 en échange, 1 euro pour 1,50 $? Non. Ceux qui en bénéficiaient, c'est des gens comme moi qui venaient avec de l'euro aux États-Unis pour dépenser aux États-Unis. Et donc, on pouvait en profiter de ça. Mais ça a créé un gros problème puisque en France, souvenez-vous de ce débat, Airbus perdait des parts de marché face à Boeing, puisque à avions identiques, Airbus qui était fait en zone euro, et de l'autre côté, on avait un Boeing construit en zone dollar. Et comme la monnaie était dévaluée aux États-Unis, la compétition mondiale étant sur le dollar, eh ben Boeing prenait le dessus sur Airbus parce que Airbus coûtait trop cher. Voilà, on voit le yen. On va aller voir, le Japon quand même, qui est dans les 6 plus grandes puissances au monde. Non, on avait fait un peu cette politique qu'est en train de mener Erdogan, faire fi, en mettant des taux à 0% au niveau de la Banque centrale, et la monnaie, c'est beaucoup, comment on va dire, a perdu de sa valeur. Mais ce qui a favorisé les exportations. Parce que quand on a une monnaie plus faible, et les Chinois, eux aussi, mènent une politique pour abaisser, pour dévaluer leur monnaie, parce que ça vous favorise dans l'exportation. Et donc, chaque fois que vous faites de l'exportation, d'accord, vous exportez, c'est que vous faites, donc vous exportez de la marchandise, et qui fabrique la marchandise, eh ben, ça crée de l'emploi. Et c'est bon d'exporter. Et là, je rappelle que la balance commerciale en France est aux alentours d'un déficit de 75 milliards, c'est-à-dire qu'on exporte, on importe plus que ce qu'on exporte. Et là, quand on confond les deux, on a importé plus de 75 milliards que ce qu'on a exporté, alors que l'Allemagne, elle exporte plus de 80 ou 90 milliards. Et la Turquie arrive pratiquement à l'équilibre aujourd'hui entre l'exportation et l'importation, puisque chaque mois, c'est battre des records d'exportation. Vous voyez, et en même temps, quand vous exportez, vous payez aussi des impôts sur les recettes, tout ça, etc. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les recettes de l'État, c'est bon pour l'économie, etc. Et puis, ça évite aussi la dépendance. Souvenez-vous les problèmes en France où on est incapable de fabriquer des masques, etc. parce qu'on a tué l'industrie. Or, la Turquie, elle a des industries qui sont fructueuses, elles sont bien placées et en train de se développer. Et de plus en plus, on a des grosses entreprises. Je ne vais pas revenir sur des Beko et d'autres qui exportent. Voilà. Et là, moi, je soutiens Erdogan dans ce bras de fer. Et on doit voir les résultats de tout ça, de cette politique qui est menée, justement à faire baisser les taux de crédit et de ne pas enrichir les banques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On est sur une alentour de 20% d'inflation. D'accord? Il y a une part d'inflation dite mondiale. Elle est à peu près peut-être de 5-6%. On le voit en Europe aussi. Parce que c'est la montée des matières premières. On a vu l'énergie, le gaz, l'électricité, on voit le pétrole, on voit l'acier, on voit tout ça, etc. Tout ça en train de augmenter. Et donc, par conséquent, sur le fait que justement, il y a cette inflation, il y a en plus, lié à la dévaluation de la monnaie, une inflation en Turquie. Et donc le marché se dit, voilà, mais moi si je place mon argent, d'accord, sur en télé, en Turkish Lira, tu me donnes 14% et j'ai une inflation de 20. Donc, je perds en gros 6% de la valeur de ma monnaie. Donc, non, je n'accepte pas. Tu dois me donner au-dessus en intérêt que ce qu'est l'inflation pour que je puisse gagner de l'argent. Et comme Erdogan, il dit non, je ne financerai pas, je ne veux pas enrichir les spéculateurs, les gens qui veulent placer l'argent en profitant de cela. Et donc, par conséquent, il dit voilà, ben ça coûtera, tu gagneras moins d'argent, tu perdras même de l'argent en voulant investir la monnaie sur des supports. Alors, dans les propositions qu'il fait, et il y en a qui sont importantes, c'est qu'il dit placez aux Turcs, arrêtez de prendre du dollar et de l'euro, et donc vous tirez une balle dans le pied et jouez contre votre camp, d'accord, comme beaucoup font, hélas, jouent contre leur camp. Placez votre argent au Turkish Lira. Et la Banque centrale va vous garantir, déjà on va vous annoncer des intérêts de placement, par exemple 14%, c'est un exemple. Vous avez 14% sur le placement,
que vous avez placé en Turkish Lira, et pas comme moi j'ai fait à l'époque où j'ai perdu de l'argent, parce que entre ce que ça m'a donné et la dévaluation de la monnaie, quand je le compare en euros, j'ai perdu beaucoup d'argent. Là, ils disent, on va l'adosser. Je crois que c'est au dollar, à l'euro. J'attends encore les mesures techniques sur la mise en place, mais l'esprit c'est celui-là. Et donc, si, quand vous avez placé au bout de 3 mois, de 6 mois ou d'1 mois de l'argent, la banque centrale turque viendra compléter s'il y a eu une baisse du cours. Voilà, grosso modo, en gros. Vous placez aujourd'hui 100 télé. Vous placez les 100 télé, le cours est à 15 télé pour 1 euro. Et si, dans 6 mois, l'euro est à 16 ou à 17 ou à 18, ce delta, ce différentiel, l'État va, à travers la Banque centrale, va vous couvrir pour éviter que vous ayez perdu de l'argent. Voilà, donc ça sécurise. Et donc, on revient à la première chose, la confiance, et ça va permettre de ramener de la confiance envers la monnaie, etc. Et aussi arrêter à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur, de spéculer et de se rendre compte qu'il y a plus d'argent à gagner en plaçant en télé que le fait de pouvoir changer sa monnaie en euros et ensuite faire des va-et-vient, des allers-retours pour pouvoir gagner de l'argent en spéculant. Et je crois que le combat pour l'économie réelle est très importante. Il faut arrêter que c'est la finance qui vient vous dicter la politique qui doit être faite. Parce que ça ne sert pas les intérêts du travail réel, ça sert les intérêts des spéculateurs et des gens de la finance. La finance se gave sur les côtelettes des peuples. Parce que si aujourd'hui on a un gros problème dans le plan mondial de pouvoir d'achat, etc., c'est lié à la finance. Parce que la finance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la pression. Regardez aujourd'hui les grands chefs d'entreprise qui viennent. C'est pas des gens comme un chef d'entreprise qu'on connaît classique, qui s'est endetté, qui a hypothéqué sa maison, etc. Hein, ça, c'est des grands cravates qui viennent comme ça, dans une boîte, non pas à développer l'entreprise comme à l'époque où les gens rentraient en bourse pour pouvoir prendre de l'argent sur un projet à court, moyen, long terme et dire, voilà, j'espère me développer, j'ai besoin de cet argent, de capitaliser pour faire des investissements et me développer. Non, tout ça c'était la bourse de papa. Tout ça, depuis, la finance a tout fracassé. Ils viennent avec des fonds de pension de 1500, 2000 milliards, 3000 milliards. Ils rentrent à fond dans une entreprise, prennent les commandes, mettent à leur tête un tueur, ils lui donnent l'argent, comme ils disent, le welcome. Donc, il prend un chèque de welcome et après, il prend un parachute, c'est-à-dire encore de l'argent en sortant. Non pas pour gagner de l'argent pour l'entreprise, c'est-à-dire de s'accroître, mais seulement parce qu'ils vont arriver, bêtes et disciplinés, avec des chiffres, avec des courbes et tout ça, pression des salaires, licenciement, c'est ce qu'on appelle la croissance interne, parce que, comme ils disent, le mammouth, ils le dégrossissent, etc., sur les dos du personnel, et ainsi dégager un maximum de dividendes et pouvoir redonner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire aux actionnaires, le plus de résultats. Or, alors qu'à la base, la bourse, c'était pas ça. C'était financer un développement. Et lors, ces entreprises-là ne développent pas. Ils font que seulement faire en sorte d'optimiser et donc de pas développer l'entreprise, mais à très court terme. Mais après, ces fonds de pension, ils se retirent. Et ils vont ailleurs. Ils vont dans une autre entreprise. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et ils tuent l'économie réelle. C'est pourquoi je suis favorable sur le plan même international, mais là je peux rêver, mais déjà ce serait bien que des États puissent le faire, de taxer. Il faut qu'en France, par exemple, la finance paye des cotisations sociales. Puisque, je vous rappelle, quand on dit que les entreprises payent trop de cotisations et trop d'impôts, eh bien, il est temps que la finance prenne sa partie. De prendre un pourcentage, rien que sur la transaction. J'achète des actions dans telle entreprise, je dois payer un pourcentage. Et pas attendre de prendre que sur le gain. Non, sur l'achat. Voilà. Prends 1%, peut-être 2%. Voilà. Tu gagnes ou tu perds, on s'en fout. Mais par contre, tu vas financer parce que il faut que tu finances par les cotisations. Et là, on pourra alléger pour les salariés. On est à peu près à 24-23% de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire votre vrai salaire sur le salaire brut. Le reste, c'est des cotisations. Mais vous le sentez pas, il y a une odeur, on vous l'a pris à la source comme l'impôt. Mais c'est votre argent. Et pour les entreprises, de baisser. Donc, il faut faire partager, il faut que la finance paye son contribut social, puisque ça participe à payer l'école pour former les gens dans l'entreprise. Ça permet de payer la santé pour avoir des salariés qui sont en bonne santé, etc., etc., etc. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour.
N'oubliez pas de vous abonner. Je fais que sur YouTube, Facebook, j'en fais pas parce que là aussi, il n'y a plus de liberté. Hein, ça, c'est clair. Hein, c'est réduit. Partagez, abonnez et surtout partagez maximum parce qu'il faut faire comprendre. Le combat que mène Erdogan, c'est un combat qui doit être regardé dans le monde entier et il doit gagner et il va gagner, Inch'Allah, ce combat, ce défi face à la finance, ce monstre qu'on dit invisible, mais qui dans les faits, et les résultats sont visibles, du mal qu'ils font, qui veulent se remplacer des peuples à décider. Et donc, moi je vous dis que tout pays qui accepte le diktat de la finance, ça sert à rien d'aller voter, parce que quel que soit le pinouf qui va être en face, et qui se couche devant la finance, ça sera la finance qui n'a pas été élue, qui décidera. C'est un peu comme la commission de Bruxelles. C'est des gens qui décident pour les Européens sans avoir pas été élus par les Européens. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.